je vous remercie infiniment en tout cas d'être tous ici. Effectivement, nous allons aborder ce débat qui parle les sentinelles de la liberté, un mot qu'on a entendu dans la précédente table ronde qui est très important. Pourquoi se bat-on et contre qui se bat-on? Alors, on l'a tous remarqué, on assiste en ce moment à un regain de tension de par le monde, un peu partout, ce qui n'est pas toujours forcément très bon pour l'économie. Et la forme des conflits change, les relations se durcissent, les crises, les provocations se multiplient. Et la France, pays des droits de l'homme, qui brandit le mot « liberté » dans sa devise, en premier d'ailleurs, est plus que jamais au premier plan, en fait, en tant que sentinelle de la liberté, et ce depuis des décennies, déjà parce qu'elle subit des attaques sur son propre sol, et puis elle a toujours eu cette espèce de tropisme et cette habitude d'aller au-delà des frontières, pérenniser ou apporter la paix. Alors pourquoi se bat-on, mais surtout contre qui? Alors c'est avec vous, messieurs, puisqu'il n'y a que des messieurs, que nous allons débattre pendant les 50 prochaines minutes. Alors, un peu dans le désordre, je vous présente Guillaume Poupart, ici. Vous êtes le directeur de l'ANSSI, l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information. On va parler pas mal cyber avec vous notamment. Gilles Kepel, à ma gauche, bonjour, vous êtes politologue, professeur à l'École normale supérieure. On vous connaît, vous êtes spécialiste de l'islam et du monde arabe. Vous êtes également l'auteur du livre « Le prophète et la pandémie » chez Gallimard. Je crois que vous allez dédicacer juste après cette table ronde. Amiral Vandier, bonjour. Vous êtes le chef d'état-major de la Marine nationale. On est très flattés d'avoir autant d'étoiles avec nous. Arnaud Danjean, je me tourne vers vous. Vous êtes député européen depuis 2009, mais avant de vous lancer en fait en politique, vous avez travaillé pour la DGSE et puis vous êtes passé aussi au cabinet du ministre des Affaires étrangères. Vous êtes très pointu sur toutes les questions militaires notamment. Et puis Renaud Girard, vous êtes grand reporter au Figaro, chroniqueur international. On peut dire aussi que vous êtes géopoliticien. Et vous avez couvert depuis 30 ans, on peut le dire, tous les grands conflits de la planète. Et cet après-midi, eh bien, vous êtes notre observateur privilégié. Alors, 50 minutes, ce n'est pas beaucoup. On va rentrer directement dans le vif du sujet, avec évidemment l'actualité. Je sais qu'on en a parlé à l'instant, on en a parlé aussi hier ici à la REF. La chute de Kaboul, le retour des talibans au pouvoir, et ce après 20 ans de présence militaire occidentale. Alors évidemment, je me tourne d'abord vers vous, Gilles Kepel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça y est, le danger islamique et le terrorisme sont plus que jamais de retour, on peut dire ça? Merci. On s'était préparé à commémorer le 20e anniversaire du 11 septembre. On a maintenant qui survient un peu plus tôt que la plupart des observateurs, enfin les moins avertis en tout cas, s'y attendaient, la chute de Kaboul, qui est une sorte de gifle extraordinaire, une sorte de clôture de ce cycle. Et quant à nous, en France, nous allons commencer dans quelques semaines le procès fleuve des attentats du 11 septembre, qui va durer jusqu'à après l'élection présidentielle, du 13 novembre, ouais. Excusez-moi, qui va durer jusqu'à après l'élection présidentielle. Donc on est en plein dans un cycle où les enjeux terroristes liés au djihadisme international et à ses ramifications dans nos pays sont devenus un élément central, y compris de notre décision politique, de nos processus de réflexion, des anticipations que doivent pouvoir faire les entreprises, les universités, le monde associatif, etc. Et donc, effectivement, ce que nous rappelle très brutalement l'affaire de Kaboul, c'est que finalement, je ne dis pas qu'on est toujours au point de départ, mais que on n'a pas réussi à intégrer dans notre mode de réflexion, dans notre capacité d'anticipation, ce type de phénomène. D'une certaine manière, nous avons eu le virus à gérer,
la Covid-19, c'est pas fini. Et en même temps, le djihadisme, qui se développe aujourd'hui à travers ce que j'appelle le djihadisme d'atmosphère, sur un mode dont la diffusion n'est pas complètement sans congruence avec celle du virus, nous pose des problèmes fondamentaux pour l'organisation de nos sociétés, et pour notre vision du monde et pour la liberté que vous évoquiez tout à l'heure comme l'un des blasons de notre République. Arnaud Danjean, vous craignez, vous aussi, que la chute de Kaboul, le retour des talibans, ça puisse donner un sacré coup de boost aux différents groupes terroristes de par la planète ? Incontestablement, après ce que vient de rappeler Gilles Kepel, ça va évidemment donner un surcroît de motivation à tous les mouvements islamistes à travers le monde. Et d'ailleurs, on voit tous les communiqués des différentes agences et franchises des groupes terroristes djihadistes se féliciter du retour des talibans et de la victoire contre l'Occident. Donc évidemment, le récit djihadiste va être boosté, incontestablement. Pour autant, est-ce que géopolitiquement, ce retour des talibans va changer totalement la donne ? J'en suis pas si certain que ça. Au-delà de l'émotion, qui est tout à fait légitime aujourd'hui par rapport à ce qui se passe à Kaboul, et du fiasco avec les leçons que nous devons en tirer sur notre engagement militaire, sur les limites de l'engagement militaire, parce que la lutte contre le djihadisme, ça doit être d'abord une lutte idéologique et culturelle, avant d'être un combat militaire. Le combat militaire vient, j'allais dire, parachever quelque chose qui doit se jouer bien en amont. Mais je voulais juste rappeler quand même quelques petites choses pour qu'on situe quand même bien l'importance et la relativité parfois du débat sur l'Afghanistan. D'abord, en 2001, quand il y a eu l'intervention militaire occidentale, ce n'était pas contre les talibans au départ, c'était contre Al-Qaïda. Et les talibans sont tombés parce qu'ils ont hébergé Al-Qaïda et ils ont refusé de lâcher Al-Qaïda. Mais si à l'époque, les tractations saoudiennes, américaines, émiriennes avaient permis aux talibans peut-être de lâcher Al-Qaïda, rien n'indique que nous serions allés pour 20 ans militairement en Afghanistan. Il faut avoir ça à l'esprit. On n'est pas parti en guerre contre les talibans en tant que tels. Oui. Ils étaient déjà au pouvoir depuis 1996 à Kaboul. Donc il faut se souvenir de ça. La deuxième chose, c'est que j'entends bien que pour nous, ce qui se passe aujourd'hui en Afghanistan est très important. Permettez-moi juste de me faire un peu l'avocat du diable au niveau français. Je vous signale quand même qu'on n'a plus de troupes combattantes en Afghanistan, nous Français, depuis 2012. Depuis 2012. Ça veut dire que depuis 2012, nous, Français, nous ne nous battons plus en Afghanistan. Donc aujourd'hui, je vois tout le monde dire l'Afghanistan, ça devient la cause nationale. Mais c'est peut-être aussi parce que c'est un symbole. Parce que ça veut dire aussi que depuis 2012 en France, on avait compris les limites de l'action militaire en Afghanistan. Oui. Et ça, il faut le garder aussi dans un coin de notre tête par rapport à tous les endroits où vous avez des foyers de djihadistes. Parce que l'Afghanistan en est un, et en est un important historiquement parce que c'est là-bas qu'ont été préparés les attentats du 11 septembre. Mais vous avez la Somalie, mais vous avez le Mozambique, qui est le nouveau théâtre où il va bien falloir faire quelque chose aussi un jour, s'y intéresser. Vous avez le Sahel, vous avez des points de fixation en Extrême-Orient. Donc voilà, tout ça pas pour dire que l'Afghanistan, c'est pas important, simplement pour remettre un peu en perspective historique et géographique le combat que nous avons à mener contre le djihadisme, qui encore une fois ne peut pas être qu'un combat militaire et ne peut pas être que circonscrit à cette question afghane. Alors, merci, parce que justement, je me tourne vers vous, Amiral, parce qu'aujourd'hui, il y a l'opération Barkhane au Sahel, où les forces françaises devraient petit à petit être diminuées au profit de la force Takuba, qui est une force de force spéciale européenne. Est-ce que c'est le moment, finalement, Amiral, de rediminuer, alors c'est politique, hein, mais en tant que militaire, est-ce que c'est le bon moment ? Est-ce que ça veut dire qu'en fait les militaires français vont continuer d'autant plus et peut-être encore plus à combattre le djihadisme et le terrorisme ? Alors, c'est sûr qu'en tant que chef d'état-major de la marine, c'est pas vraiment des opérations qui me concernent. Des marins participent aux forces spéciales. Ouais. Donc, on est très présents. On a des Atlantiques, également des avions qui participent aux opérations. Moi, je voudrais revenir sur ce qui a été dit par Arnaud Danjean et Gilles Kepel. Je pense que cette prise de Kaboul le 15 août, c'est quelque part une pierre blanche qui va marquer un changement de cycle géopolitique. On a eu deux grands cycles géopolitiques depuis la fin de la guerre froide. On a eu un cycle qui a été le maintien de la paix, et donc des opérations, notamment en Afrique, où on a cru que finalement, avec des forces tout à fait raisonnables, on pouvait stabiliser, reprendre des pays, les remettre sur pied. Et puis, à partir du 11 septembre, le cycle du terrorisme. Ça dure depuis 20 ans, depuis le 11 septembre. Pour la France, ça a été l'Afghanistan.
ça a été le Sahel, ça a été l'Irak, et puis c'est l'opération Sentinelle en France. Donc les forces armées se sont énormément impliquées dans ces affaires-là. Comme l'a très bien dit Arnaud Danjean, on ne peut pas demander à l'armée, aux militaires, de combattre sur, sur des aspects idéologiques. Sur le plan militaire, la guerre en Afghanistan a été gagnée en 2004. En 2004, la messe était dite, les sanctuaires talibans djihadistes avaient été nettoyés, et la question était comment est-ce que ce pays ne demeure pas un sanctuaire potentiel pour les terroristes. C'est une question qui est encore aujourd'hui, vous l'avez abordée. Mais sur le plan militaire, la messe était dite. Vous faites le parallèle avec le Sahel, je pense que le Sahel est très différent. Les forces déployées sont sans commune mesure. L'Afghanistan a compté jusqu'à 160 000 combattants occidentaux. Au Sahel, on met entre 4 000 et 5 000 hommes, ce qui est globalement ce qu'on met en force de sécurité intérieure une journée de gilets jaunes à Paris, dans un territoire grand comme l'Europe. Donc les problématiques sont complètement différentes, les espaces sont différents. Il y a des montagnes en Afghanistan, il y en a beaucoup moins dans le Sahel. Le rapport, la dialectique militaire est complètement différente. Mais est-ce que du coup, c'est un peu le même ennemi, enfin entre guillemets, est-ce que c'est toujours aussi prégnant? Alors, les talibans gouvernaient et tenaient le pays avant le 11 septembre. Aujourd'hui, ils ont repris le pouvoir. Jusqu'à présent, les djihadistes n'ont pas gouverné un État du Sahel. Et donc, ils constituent une force de trafiquants, d'attentats terroristes. Leur capacité à prendre le pouvoir aujourd'hui n'est pas démontrée. Et les forces qu'ils comptent parmi eux, de l'ordre de 3000 combattants, n'ont rien à voir avec ce que les talibans ont été capables de mobiliser. Donc je pense qu'en tout cas, il faut vraiment se garder des parallèles un peu rapides. La problématique est différente. Ce qui est commun, et je pense que ce qui doit amener une réflexion plus approfondie, c'est le terrorisme en tant que menace militaire générique. Elle présente un risque, ces lunettes terroristes, c'est de tout mettre sous la même coupe. Donc tout ce qui est islamique et tout ce qui est terroriste, c'est la même chose. En fait, non. Et ce que nous rappelle l'Afghanistan, c'est que dans le temps long, c'est-à-dire à 5 ans, à 10 ans, à 15 ans, eh bien, finalement, les fondamentaux militaires et les fondamentaux géopolitiques ressurgissent. Et donc la question des ethnies, la question de la culture, la question de la géographie, des accès, de l'économie reprend le pas sur le fait militaire brutal. Vous partagez cette analyse, Renaud Girard? Oui, c'est-à-dire qu'en fait... Trois observations, un élixir de force, une place qui est libre, et puis un énorme doute. Alors l'élixir de force, c'est quoi? Ça a été dit, c'est l'élixir de force qui est donné pour tous les mouvements de frères musulmans à travers le monde, pour tous les mouvements qui, en fait, dénient aux femmes les mêmes droits qu'aux hommes, ce dont on a parlé dans la session précédente. L'énorme doute, c'est sur notre principal allié militaire, qui est les États-Unis d'Amérique, parce qu'en fait, il y a eu deux guerres. Là, je ne serais pas tout à fait d'accord avec Arnaud Danjean, il y a eu deux guerres d'Afghanistan. La première qui commence le 7 octobre 2001 et qui est une guerre avec des tomahawks sur Kaboul, parce que, effectivement, les talibans avaient refusé de livrer Osama Ben Laden. Cette guerre, d'une certaine manière, s'achève le 13 novembre 2001, et j'étais là-bas, lorsque Kaboul est pris par l'Alliance du Nord, qui est les Ouzbeks et les Tadjiks, l'Alliance du Nord de Feu Massoud, soutenue par l'aviation américaine et l'argent de la CIA. Et ensuite, j'ai vu les commandos américains venir et tuer les djihadistes arabes internationalistes, si vous voulez. Les talibans sont des nationalistes, ils ne sont pas des internationalistes. Et ils auraient très mieux pu laisser le pouvoir à l'Alliance du Nord et partir en disant attention, et surtout dire aux Pakistanais, ce qu'ils n'ont pas fait, nous ne voulons plus une affaire comme cela, contrôlez vos talibans. Mais ensuite, fort de cet succès incroyable de la chute de Kaboul si tôt, le 13 novembre 2001, donc en un peu plus d'un mois, eh bien, l'Occident a été enivré. Les Américains ont connu une sorte d'ivresse. Ils ont convoqué une conférence à Bonn le 5 décembre 2001 où ils ont promis de démocratiser l'Afghanistan, de reconstruire l'Afghanistan et de développer économiquement l'Afghanistan. C'est un programme d'une ambition folle. Et Joe Biden, qui était sénateur, membre de la Commission des Affaires étrangères du Sénat, a approuvé ce plan et est allé faire un voyage médiatisé en Afghanistan pour soutenir ce plan.
Donc quand il a dit récemment qu'il n'était pas venu en Afghanistan pour faire du régime change, les Américains, Joe Biden a menti personnellement. Je l'ai entendu personnellement dire ça. Et donc, si j'étais aujourd'hui taïwanais, je serais très inquiet. Et mon troisième point, c'est qu'une place est libre. Elle est libre pour qui? Pour la Chine. Et vous avez remarqué que fin juillet, le ministre des Affaires étrangères chinois a reçu officiellement le numéro 2 des talibans, le Mollah Baradar. Le deal est évident, nous investissons en Afghanistan et vous ne soutenez pas les Ouïghours qui sont juste au bout de l'Afghanistan, du doigt du Pamir, et vous nous laissez évidemment faire une route de la soie à travers l'Afghanistan. Donc nous avons investi des centaines de milliards de dollars. On aurait pu garder l'Afghanistan en laissant 5000 forces spéciales à la base de Bagram. Et bien, de toute façon, la place va être prise par la Chine. Je ne suis pas sûre qu'Arnaud Danjean soit... Vous ne partagez pas ce point de vue, Arnaud? Je ne suis pas sûr qu'on aurait pu garder l'Afghanistan, parce que les talibans contrôlaient déjà 40% du territoire. Depuis 2007, progressivement, les talibans, de toute façon, ont repris une partie du territoire. Alors, ils ne prenaient pas Kaboul, ils ne prenaient pas les grandes villes, mais il y avait un côté village Potemkin quand même. C'est-à-dire que l'Afghanistan profond, d'abord, il est resté très islamiste, américain ou pas américain, occidentaux ou pas occidentaux. Moi, la société civile afghane, on la voyait un peu à Kaboul. Dès que vous sortez de Kaboul, vous ne voyez pas une société civile extrêmement dynamique, pardonnez-moi. Et deuxièmement, donc ça c'est un fondamental qui est quand même resté en dépit de tout. Deuxièmement, je ne suis pas certain qu'on pouvait garder militairement l'Afghanistan avec 4000 Marines à Bagram. Et je pense en plus qu'il y a un problème de responsabilité politique aussi. Je pense que les Américains, comme d'autres peuples occidentaux, en ont marre de perdre des soldats sur des fronts lointains avec un objectif stratégique qui devient de moins en moins évident. Donc moi, je pense que cette issue, je ne veux pas dire qu'elle était inéluctable, mais dès lors que depuis 3 ans, il y a des négociations avec les talibans, et dès lors que depuis 3 ans, le retrait américain est engagé, cette perspective-là était là, les modalités actuelles sont catastrophiques, chaotiques, désastreuses, tout ce que vous voulez, mais la perspective d'avoir un retrait américain, elle est là depuis longtemps. Deuxièmement, je reste un peu dubitatif sur le côté, parce que les Américains se sont retirés de façon désastreuse d'Afghanistan, ça on est tous d'accord, alors les garanties de sécurité américaines ailleurs dans le monde ne valent plus rien. Je pense que les Américains se retirent aussi d'Afghanistan précisément parce qu'ils ne préparent qu'une seule compétition, c'est la compétition vis-à-vis de la Chine, la compétition stratégique vis-à-vis de la Chine. Et de ce point de vue-là, je pense que Taïwan, c'est un peu différent de l'Afghanistan. Mais sinon, on est d'accord. On reviendra sur la Chine tout à l'heure, mais là, ce qui m'intéresserait, Guillaume Poupart, c'est que cette menace terroriste, puisque c'est contre qui se bat-on, on a vu à l'époque du groupe État islamique, avec toutes ces villes prises par eux, etc., leur État installé, qu'ils étaient très actifs sur les réseaux sociaux. Il y avait de la propagande, il y avait des dénis de service, il y avait du recrutement, il y en a, j'imagine, toujours aujourd'hui. Quels sont les risques cyber dans les mois qui viennent là, de cette menace? Alors, je vais paraître un petit peu décalé parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de cyberterrorisme. En fait, tout le monde nous attaque. Les seuls que je n'ai pas sur ma liste, c'est les talibans, c'est les terroristes. Aujourd'hui, bien évidemment. Ça ne veut pas dire que ça ne peut pas évoluer. Mais je pense que la situation est assez grave et je pense qu'on en parlera juste après dans le domaine cyber pour ne pas rajouter des choses qui n'existent pas. Ceci étant, c'est vrai que, comme vous l'avez rappelé, le Daesh et ces mouvances terroristes islamistes ont montré une véritable habileté dans le domaine numérique pour faire de la propagande, pour faire du recrutement, pour faire de la com, en fait. Par contre, il n'y a pas eu d'attaque forte. Il y a eu des escarmouches, il y a eu des petits trucs, mais il ne faut pas les monter en mayonnaise parce que fondamentalement, ce n'est pas grave ce qui s'est passé. Ceci étant, qui peut dire que dans 10 ans, on n'aura pas une menace terroriste qui va, pour des raisons idéologiques totalement différentes de celles de Daesh, au contraire utiliser notre avance technologique, quelque part, ou notre, je parle plutôt pour les pays occidentaux, de manière à frapper là où on est vulnérable. Et ça, si ça doit se produire dans 10 ans, et en disant ça, c'est de l'anticipation élémentaire que je fais, si on veut se protéger dans 10 ans contre de telles menaces, c'est aujourd'hui qu'il faut travailler.
C'est pas dans 9 ans et demi qu'il faut se dire, mince, il y a un problème, comment est-ce que l'on fait pour protéger toutes nos infrastructures critiques face à ces menaces-là? Très souvent aujourd'hui, j'ai affaire à des responsables publics ou privés, ça n'a aucune importance, qui disent, mais finalement, quel est l'intérêt de venir attaquer mon infrastructure? À qui ça bénéficie? Ça ne bénéficie pas à des criminels, ça ne bénéficie pas à des États et tout ça. Il reste toujours ce risque terroriste qui peut être avéré, et donc à prendre en compte dès aujourd'hui pour quelque chose qui n'existe pas aujourd'hui malgré tout. Et rassurez-nous, vous êtes en train d'y travailler. On y travaille, nous, et puis on y travaille tous ensemble surtout, c'est tout ça. Alors justement, puisqu'on est dans le cyberespace, c'est un formidable champ de conflictualité. Ça a pris des proportions, en tout cas ça a été boosté par la crise sanitaire, le télétravail. Aujourd'hui, qui sont nos ennemis dans cet espace? Parce qu'on voit des PME attaquées, des grandes boîtes attaquées, des hôpitaux, Rouen, Dax. La menace est partout finalement, non? Alors, la menace est partout, et évidemment ça fait partie de mon rôle de la montrer, cette menace, avec toujours un petit peu cette réticence, parce que à vouloir faire trop peur, il y a le danger de dire, bon ben voilà, si c'est perdu, autant faire autre chose, autant passer ailleurs, alors que fondamentalement, et j'aimerais dire 2 mots là-dessus, la solution elle existe et elle est collective. Mais la menace, pour répondre à la question, c'est vrai qu'elle est multiforme aujourd'hui. Une fois qu'on a enlevé les terroristes qui n'ont pas encore réalisé les choses, il y a tous les autres. Tous les autres, c'est des groupes criminels qui rançonnent à tour de bras des entreprises, des PME, des collectivités locales, des hôpitaux. Il n'y a aucune éthique. Ceux qui croyaient qu'il y avait encore des zones protégées on en été pour leurs frais. Vous parlez du Far West souvent. Ouais, c'est pire qu'un Far West. Je pense que dans le Far West, il y avait quand même des choses il y avait un minimum de choses respectées, un peu sacrées. Dans le cyber, il n'y a rien de sacré, malheureusement. Quand les hôpitaux sont plus sacrés, il n'y a plus rien de sacré, probablement. Donc, il y a une activité criminelle qui est monstrueuse, qui se développe très très vite, qu'on finira par vaincre collectivement, mais ça va prendre un certain temps. Il y a une activité d'espionnage. Je ne sais pas quelle perception vous avez de l'espionnage qui est en place dans le domaine cyber, mais voilà, vous avez votre perception, et bien, quelle qu'elle soit, la situation, la réalité d'aujourd'hui, elle est bien pire. Voilà. On n'est pas à l'aise parce que toutes les victimes avec qui on travaille, en général, elles n'ont pas envie d'en parler, on le comprend, on le respecte, et donc on n'en parle pas non plus, mais sachez que la situation, elle est juste dingue, et ce que l'on voit au quotidien fait absolument froid dans le dos. Ce que l'on perd, entre guillemets, par de l'espionnage, a un impact économique, stratégique et tout absolument colossal. Donc ça, c'est totalement sous-estimé aujourd'hui. Et ça vient d'États, fondamentalement. Ce sont des États qui sont derrière, ce sont des grands États, ce sont des gens, on ne va pas réduire cette menace. On est un peu condamné aujourd'hui à se défendre avant tout et essayer de faire en sorte que ce soit compliqué pour eux de faire ça. Mais supprimer cette menace, c'est quelque chose d'extrêmement complexe. Est-ce que vous trouvez que nos entreprises sont assez armées contre cette menace? Il y a armé et conscient. Ce qui a beaucoup évolué depuis quelques années, c'est la conscience. On travaille notamment avec le MEDEF, on travaille très bien avec le MEDEF, on travaille avec toutes les organisations qui aujourd'hui ont bien compris, parce que, je ne veux pas dévaloriser cette chose-là, mais pour pas comprendre, pour pas voir ce qui se passe aujourd'hui, il faut vraiment le refuser, faut fermer les yeux. Et on le voit dans le domaine économique notamment, des entreprises qui se font attaquer, qui se font rançonner, qui se retrouvent à l'arrêt du jour au lendemain, il y en a tous les jours aujourd'hui. Donc ça, on ne parle plus d'anticipation là, on est dans la réalité malheureusement. Donc le nier, ce serait quelque chose d'irrationnel. Après, est-ce qu'on est protégé? La réponse est non. Mais ce n'est pas parce qu'on est protégé à 100% qu'il n'y a rien à faire et que tout est mal fait, bien au contraire. Ce qui est certain, c'est que pour lutter contre une image qui revient parfois par confusion, c'est qu'il n'y aura pas de bouclier. Et là, je m'adresse aux responsables d'entreprise, et je le regrette fondamentalement, mais on ne sera pas capable, à l'échelle nationale, à l'échelle européenne, à l'échelle de l'OTAN, à l'échelle de qui vous voulez, à l'échelle de l'ONU, de créer un bouclier cyber sous lequel l'économie numérique pourra se développer, voilà, pour le meilleur et sans tenir compte de ces menaces. Et ça, voilà, le seul message que j'avais à passer aujourd'hui, finalement, c'est que lutter contre ces menaces qui vont à une vitesse colossale, c'est compliqué, c'est faisable, et ça passe par l'implication de tous. Des services de l'État, des gens comme nous on est payés pour, donc c'est une évidence. L'engagement de nos dirigeants politiques qui est réel, ça je peux en témoigner, et ça n'a rien de politique. Et l'implication des différents acteurs économiques, sociaux est essentielle parce que toute une part du travail
ne peut être réalisé qu'à l'échelle des entités, à l'échelle des entreprises. Il y a beaucoup de choses qui sont faites aujourd'hui et il y a encore beaucoup de choses à faire. Juste pour revenir sur Gilles Kepel, le terrorisme, le cyberterrorisme dont parlait Guillaume Poupart, vous partagez son point de vue? Je voudrais d'abord témoigner de la véridicité des derniers propos de Guillaume Poupart. Je sors d'un colloque en Suisse où on essayait de faire en sorte de fournir à des étudiants un livre que j'avais écrit en anglais, en se demandant comment ils pouvaient l'obtenir. Et l'un d'entre eux m'a dit, mais professeur, vous n'y êtes pas, on a déjà tous hacké, il est entièrement là, gratuit, etc. Donc, pour les intérêts de mon éditeur et des autres, ça fait quand même des choses. Ne parlons pas du pauvre auteur, mais les universitaires ont fait vœu de pauvreté de toute façon. Sur ce que vient de dire M. Poupart, alors bien sûr qu'aujourd'hui les djihadistes ne soient pas forcément capables de lancer des drones, c'est peut-être pas encore le cas, quoique ceux qu'a utilisé Erdogan en Libye finalement ne sont pas si loin de notre centre d'intérêt. Mais je crois que la phase où on est quand même aujourd'hui, c'est que le djihadisme est entré dans le monde cyber de façon très importante, non pas forcément en capacité opérationnelle, si vous voulez, d'attaque, mais parce que c'est là que se crée aujourd'hui la nouvelle génération djihadiste. Après Al-Qaïda et sa vision quasiment léniniste ou pyramidale, on envoie des gars se faire former pour piloter des avions. Après Daesh et son système réticulaire, où on passe de la Syrie à la Belgique au Bataclan, désormais, c'est l'espace numérique qui est envahi par des représentations portées par les djihadistes. Et ensuite, vous avez des entrepreneurs de colère qui se mettent dans le cyber et qui désignent telle ou telle cible. On est au moins 2 dans cette salle à faire régulièrement les frais. Et à partir de ce moment-là, un autre qui va se mettre sur WhatsApp ou autre, qui a été préalablement soumis à un lavage de cerveau, va dire j'y vais et va tuer X ou Y. C'est ce qui s'est passé l'automne dernier avec les attentats de Pakistanais qui a essayé de tuer 2 personnes devant les locaux de Charlie Hebdo parce qu'il avait vu sur les réseaux sociaux les manifs au Pakistan, Ansarov, le Tchétchène, après les appels des entrepreneurs de colère, le gars le Tunisien de la basilique de Nice, etc. Donc si vous voulez, le monde du cyber, aujourd'hui, fournit l'environnement. Les djihadistes sont comme des poissons dans l'eau, si vous voulez. Et là, il y a eu une transformation massive qui pose un très gros problème au monde de la sécurité, parce que vous ne pouvez plus établir le lien de cause à effet entre un donneur d'ordre et un exécutant. Ça passe par la médiation de l'univers du cyber. Et ça change complètement les choses, et c'est un enjeu pour la recherche et pour la réflexion qui est absolument fondamental si on veut anticiper sur ce qui nous attend. Alors, amiral, je reviens vers vous parce qu'en fait, vos bateaux, et j'oublie pas les avions et les sous-marins, évidemment, qui sont aussi des bateaux, sont souvent des bijoux de technologie. Vous avez des systèmes d'information ultra perfectionnés où vous pouvez peut-être déjà dialoguer avec des hommes à terre, avec des hélicos, entre vous, etc. Est-ce que vous avez déjà eu beaucoup d'attaques? Est-ce qu'il y a un ennemi, entre guillemets, qui essaye régulièrement de pénétrer vos systèmes ou pas? Alors, moi, je crois que sur la cyber, on est d'abord confronté à une logique de ce qu'on appelle un global common, c'est-à-dire un espace commun, comme l'espace ou l'espace maritime, dans lequel on peut circuler à peu près librement, donc qui est isotrope, qui est réglé par les mêmes règles mécaniques, la loi de Coulomb pour le cyber, la loi de Kepler pour l'espace. Et donc ça permet de mener des attaques, d'aller au contact quasiment de manière continue sur la planète. Et donc nous les marins, on est finalement, on dirait par culture, assez bien calés sur ces problématiques-là. La manière dont le monde cyber fonctionne aujourd'hui fait plutôt penser à la guerre de course. C'est-à-dire qu'on a développé le commerce et on se rend compte qu'il y a des gens qui s'en prennent à vous sur votre commerce. Et donc c'est principalement des puissances étatiques. Et donc dans le domaine cyber, les hommes forts du cyber sont des puissances étatiques. Et puis c'est ceux qui ont des gros moyens, et donc grosso modo les cybercriminels. Pour les armées, cette menace a été prise en compte
donc depuis des années avec la création du ComCyber, donc avec une vigilance permanente sur nos systèmes dont on est capable de suivre le référentiel, de les remonter, de les défendre, de les isoler. Je pense que le défi commun, et c'était abordé tout à l'heure, c'est que après avoir développé le numérique de façon assez enchanteresque, eh bien aujourd'hui on intègre la cyber depuis le design. Et donc ça, c'est notamment un des défis de l'industrie. Guillaume Poupard disait, ça y est, on a pris conscience, maintenant il faut faire. Et faire, ça veut dire que depuis la conception du système, on définit sa résilience, sa protection. Et donc le cyber n'est pas un patch, c'est bien, on va dire, l'armature qui permet d'avoir la continuité de service, qui soit pour les fonctions militaires ou pour les fonctions commerciales. Arnaud Danjean, vous trouvez on se prépare comment justement en France et en Europe avec toute cette cyber, tous ces ennemis qui peuvent être donc soit des groupes terroristes, soit des mafias, soit des mercenaires pour des États qui se cachent plus ou moins derrière. Comment vous voyez ça, vous ? Je ne suis pas un spécialiste, donc je pense que je m'en réfère aux spécialistes. Je pense qu'en France, on a plutôt, au niveau institutionnel, comme au niveau de la recherche et des entreprises, on a plutôt des bonnes performances en matière de cyber. Ce que j'espère, c'est qu'on arrivera à se doter de quelque chose qui permette d'être offensif, à la fois d'être dissuasif. Se défendre, c'est une chose, mais au-delà de se défendre, il faut dissuader les autres de vous attaquer et il faut être capable de riposter. Et le problème de la cyber, et la nouveauté finalement de la cyber dans le champ de la conflictualité, c'est que le cyber peut infliger des dommages considérables à nos sociétés, considérables. Guillaume Poupard l'a rappelé, c'est 100 fois ni loi. Les hôpitaux, les infrastructures critiques, les banques, les forces armées, tout le monde peut être victime. Les citoyens, individuellement, tout le monde peut être victime massivement d'attaques cyber avec des dommages considérables sans que vous ne connaissiez l'identité de celui qui vous attaque. Et donc, ça change quand même les règles du conflit, parce que ça veut dire qu'on se situe toujours juste en deçà du conflit ouvert et revendiqué, tout en pouvant infliger des dommages considérables. Pour moi, la nouveauté du cyber et le côté pernicieux du cyber, il est là. C'est que vous avez des puissances qui vont utiliser des proxys, des intermédiaires, des hackers, des individus, des entreprises, pour infliger des dommages à un État, des dommages considérables, sans avoir à lui déclarer la guerre ou à revendiquer cet acte malveillant et cet acte de conflit. Et donc la réponse est très compliquée, parce que vous pouvez vous tromper si vous n'attribuez pas, et c'est toute la logique de l'attribution d'une attaque cyber, si vous ne parvenez pas à identifier qui vous attaque vraiment derrière tous les intermédiaires, vous ne pouvez pas répliquer. Et vous êtes vulnérable. Et donc, ça demande à la fois des prouesses technologiques pour faire face et pour attribuer, pour identifier qui est au début de la chaîne d'attaque. Et ça, c'est une nouvelle conflictualité qui, pour moi, est assez redoutable. Et au niveau européen, par exemple, je suis toujours un peu stupéfait de la grande naïveté qui règne parmi un certain nombre d'États. Je pense que ce n'est pas le cas en France, mais je pense qu'il y a beaucoup d'États qui sont encore très très naïfs par rapport à ce degré de brutalité du monde cyber et des efforts qu'il requiert pour y faire face. Je vous vois au pied du chef, Renaud Girard. Oui, je suis tout à fait d'accord avec Arnaud Danjean que la grande question est la question de la riposte. Nous sommes attaqués parce qu'il y a de l'espionnage industriel. Alors, on n'a pas nommé encore les pays qui nous attaquent, alors je vais les nommer, c'est la Chine et c'est la Russie. Guillaume Poupard l'a fait pour la première fois cet été. Voilà, donc c'est la Chine et la Russie qui nous attaquent. Alors la Chine, il y a beaucoup d'espionnage industriel. Il n'y a pas une semaine qui passe sans que le groupe Airbus ne soit pas attaqué pour espionnage, pour vol de technologie par la Chine. Ouais. Et alors, vous avez 3 types d'attaques cyber, donc les attaques pour l'espionnage. Les Chinois sont bien meilleurs que les Russes là-dedans. Vous avez des attaques de type corsaire. Ça, c'est plutôt les Russes. C'est-à-dire que l'État russe dit « Ah non, c'est pas moi. » Ce sont des gens qui sont contrôlés qui sont tolérés, disons, par les services de sécurité russes et qui font les fameux ransomware, ou qui font des tests. Rançongiciel en français. Voilà, rançongiciel, ou qui font par exemple des tests qu'ils attaquent comme ça, l'hôpital de Rouen, par exemple, pour voir comment ça marche, etc., sans même demander de rançon. Et puis, vous avez une 3e type d'attaque qui est encore plus pernicieuse, qui est ce qu'on appelle les implants. C'est-à-dire qu'on laisse des logiciels, si vous voulez, capables, le jour venu, de paralyser les grandes infrastructures des pays occidentaux. Et donc là, c'est de type, c'est plus que de la dissuasion nucléaire, c'est d'être sur place, parce que comme l'a dit très bien Arnaud Danjean,
les attaques cyber ne sont pas très difficilement traçables, mais si vous avez déjà des logiciels qui sont là, ce qu'on appelle des implants, dans les grandes infrastructures, par exemple, dans le réseau électrique français, eh bien, vous pouvez tout paralyser. Et la question, évidemment, est de la riposte. Comment la riposte? Faut-il être plus offensif? Je le pense, il faut être beaucoup plus offensif, c'est-à-dire que dès que les Chinois ou les Russes nous attaquent, eh bien, il faut réattaquer. Et la deuxième chose, c'est comment cette riposte, eh bien, est-ce qu'on le fait avec nos alliés ou pas? Vous avez souligné à raison la désorganisation de l'Europe à cet égard. Et il faut faire très attention parce que les Américains en ce moment sont en train de négocier, notamment avec les Russes, avec les Chinois, des accords particuliers. Alors avec les Chinois, vous vous souvenez, c'était le sommet entre Obama et Xi Jinping qui s'est passé en Californie. Là, tout récemment, de quoi ont parlé Poutine et Biden à Genève? Eh bien, Biden a dit, écoutez, maintenant vous arrêtez les attaques contre nous, mais il n'a pas dit contre Airbus ou contre la France. Et donc, il faut savoir, puisqu'on a une alliance militaire, il faut vraiment mettre au sein de l'OTAN, de cette alliance, sinon elle ne sert à rien. Elle n'a pas servi grand-chose, on l'a vu en Afghanistan. Donc il faut voir si sur le cyber, elle peut servir à quelque chose, pouvoir répliquer à ces attaques qui, pour leur très grande majorité, viennent de Chine et de Russie. La riposte. Alors justement, j'en profite, on en est où de la riposte en France, Guillaume Poupart, et pourquoi pas l'amiral? Je vais laisser la riposte à l'amiral, c'est pas mon métier. Non, blague à part. J'ai l'habitude de dire que la meilleure défense, c'est la défense. C'est évidemment une provocation dont le but est de dire qu'il faut avant tout se défendre. Voilà. Si on n'est pas capable de mettre des lignes de défense pour empêcher les attaques au maximum, de toute manière, on ne sera pas capable de réagir et on ne sera pas capable d'être efficace. Une fois qu'on a dit ça, une fois qu'on a été capable de mieux se protéger, et là, vous avez un rôle à jouer, absolument majeur, c'est même vous, les lignes de défense, avant tout. Il y a évidemment la question de l'attaque, de la riposte, de la contre-attaque, et c'est clair que la doctrine évolue, et aujourd'hui on intègre ces questions-là. Après, est-ce qu'on doit en parler? Je ne sais pas. Il y a ce que l'on fait, il y a ce que l'on dit. Est-ce qu'on doit dire tout ce que l'on fait? On est dans un domaine où on n'est pas prêt à faire ça, parce que quand on dit ce que l'on fait, on se fragilise, fondamentalement. Et l'autre élément, pour répondre, ou plutôt aller dans le sens de ce qui était dit, évidemment, on a besoin, on ne peut pas faire ça à l'échelle purement nationale. Ouais. À l'échelle de l'OTAN, il y a des discussions, moi j'ai vu beaucoup de choses, on ne sait pas mettre en commun des capacités offensives cyber. Parce qu'on n'a pas envie de dire à nos amis de l'OTAN qu'est-ce que l'on sait faire. On sait faire voler probablement des avions ensemble, on fait mettre des bateaux ensemble et tout ça, enfin, j'en sais rien, c'est pas mon métier, mais faire du cyber offensif ensemble, on ne sait pas faire aujourd'hui. Dans 10 ans, je ne sais pas, mais aujourd'hui, on ne sait pas faire. Donc ce qu'il faut impérativement, c'est être capable de mutualiser des effets. Et est-ce qu'il faut faire ça dans le cadre de l'OTAN ou dans le cadre de l'Europe? Moi, j'ai une petite préférence pour faire ça dans le cadre de l'Europe, probablement, pour plein de raisons, parce que c'est beaucoup plus équilibré. Et je pense que, et Arnaud Danjean le disait très bien, on est dans un état d'immaturité aujourd'hui à l'échelle européenne. On commence à avoir de vrais résultats en matière de défense, de protection. On a des réseaux qui se mettent en place, on a une réglementation qui est fondamentalement européenne aujourd'hui. Donc l'aspect défensif, il devient européen. L'aspect offensif, c'est l'étape d'après, mais plutôt que de parler d'offensif, ce qui est tout de suite très guerrier, l'important c'est plutôt celui de la solidarité. Et un des sujets que l'on souhaite pousser, notamment dans le cadre de la présidence française de l'Union européenne, qui va arriver très très vite, dès janvier, c'est bien comment est-ce que l'on fait pour être solidaire à l'échelle européenne dans le domaine cyber. Ce n'est pas le cas aujourd'hui, mais en même temps, ce n'est pas perdu. Alors le cyberespace, c'est ce qu'on peut appeler, je crois, une zone grise. Il y en a une autre qui est en fait la mer, les océans. Tout à l'heure, on parlait de la Chine. Amiral, il y a le SNA, le sous-marin nucléaire d'attaque, l'Émeraude, qui est rentré, je crois, c'était fin juin, d'une longue mission de 7 mois. Et pour la première fois, il est allé, la France, en tout cas, est allée jusque dans la mer de Chine. C'était quoi? C'était une provocation? C'était pour réaffirmer notre souveraineté? Pour donner un coup de canif dans la souveraineté chinoise? Comment on interprète ça? Comme je l'ai dit tout à l'heure pour le cyber, en fait, on assiste à une mutation importante. On a parlé de cycle géopolitique, où finalement, c'est bien commun, dans lesquels on pouvait se mouvoir, en profiter,
passer ses vacances, on pouvait faire le tour du monde en voilier. Eh bien, aujourd'hui, ils sont contestés. Deviennent moins sûrs et ils sont contestés. Et on assiste à une réappropriation, voire à une expropriation de ces espaces par des puissances qui contestent les règles, les limites, les zones, etc. Et donc, en mer de Chine, on assiste à une territorialisation de la mer de Chine qui est préoccupante, puisqu'elle se fait en déni du droit international. La Convention de Montego Bay a fixé un certain nombre de règles, et aujourd'hui, ces règles sont contestées. Donc, le fait d'aller dans ces zones-là est important pour les gens, et nous en faisons partie, qui croient en le droit international et qui souhaitent le faire respecter. Donc, nous naviguons dans des zones qui sont des zones internationales, et nous dénions l'affirmation d'une sanctuarisation des espaces. Nous sommes très présents dans l'océan Indien et dans le Pacifique, puisque parmi les 11 millions de kilomètres carrés qui appartiennent à la France, la moitié est dans cette zone. Nous avons toutes les zones du Pacifique, la Nouvelle-Calédonie, et donc nous sommes des riverains de ces zones-là. Donc de les voir brigandés, puis contestés, puis territorialisés. Avec des bateaux qui mettent en ligne comme ça. On commence par faire de la pêche illégale, et puis doucement on prend pied sur des atolls, on les poldérise, on crée des bases, et puis finalement on revendique les eaux territoriales et on dit c'est chez moi. Et vous parliez de la Chine qui voulait être une thalassocratie, c'est ça ? Voilà, donc il y a eu un virage extrêmement important qu'on commence à mesurer, mais qui s'est fait au début du siècle, dans les années 2000-2005, où la Chine, après avoir tourné le dos à la mer pendant quasiment 5 à 6 siècles, les Chinois, à la fin du XIVe siècle, ont brûlé tous les vaisseaux de plus de 70 mètres en disant « la mer ne nous intéresse pas ». Eh bien, le livre blanc chinois écrit « on ne recommettra pas la même erreur », et donc ils se tournent aujourd'hui résolument par la mer. Ils l'ont fait par le biais économique, avec les routes de la soie, et maintenant ils le font par le biais militaire, en développant une puissance militaire dont l'ambition est d'être supérieure à la puissance américaine. Aujourd'hui, la marine chinoise compte plus de bâtiments de surface et de bâtiments sous-marins que la marine américaine. Ils sont en train de mettre en service l'année prochaine le 3e porte-avions, et donc ils sont aujourd'hui dans une phase de développement militaire sans précédent. Je crois qu'ils fabriquent un bateau par mois, je crois, en ce moment. L'ordre de grandeur, c'est que tous les 4 ans, la marine chinoise s'agrandit de la taille de la marine française. Arnaud Danjean, la souveraineté de la France, l'action des armées françaises qui servent à nous protéger, à se battre justement contre certains ennemis, vous le percevez comment ? Est-ce que les armées font ce qu'il faut aujourd'hui, les armées françaises ? Je pense qu'il faut qu'on soit conscient qu'on a un appareil militaire et des armées, une communauté militaire performante, professionnelle, extrêmement capable. On a cette chance. C'est une chance en Europe. Nous sommes sans doute le seul pays d'Europe à avoir une telle force armée. Comme disait le chef d'état-major des armées qui vient de quitter, le François Lecointre, disait souvent on a une force armée agissante. Et c'est une rareté dans l'Europe d'aujourd'hui. Et je pense que c'est un bien qu'il faut qu'on préserve par rapport à tous les défis qui nous entourent. Le problème principal, ma principale préoccupation, c'est, par rapport à ce que vient de dire l'amiral, et qui est tout à fait légitime, c'est la disproportion qui pourrait exister à l'avenir, et dans un avenir très proche, entre la légitimité de nos ambitions, et notamment l'ambition de faire respecter les droits communs, les libertés de circulation maritime, les libertés de circulation dans l'espace et dans l'espace aérien, et les moyens. Parce que tout ça demande des moyens considérables. Oui. Or, qu'est-ce que nous voyons en ce moment ? Nos forces armées, elles combattent par exemple au Sahel, face à un ennemi asymétrique, avec des moyens relativement rustiques. On a une tension entre les moyens que demande cette lutte que nous menons et puis les moyens qu'il faudrait consacrer à d'autres défis. Les défis de l'espace, les défis du cyber, des investissements colossaux, le renouvellement de notre force de dissuasion. Donc moi, ma crainte pour l'avenir, assez immédiat à vrai dire, c'est le décalage qui peut très vite exister entre nos ambitions, et encore une fois des ambitions qui sont tout à fait légitimes pour la France, et les moyens que nous mettons à la disposition de ces ambitions. Et ça, c'est une question politique et budgétaire qui est un vrai dilemme. Un vrai dilemme. Moi, je l'ai un peu touché du doigt quand j'avais conduit les travaux de la revue stratégique il y a maintenant 4 ans. Et c'est cette tension permanente entre la volonté d'afficher des ambitions, encore une fois, légitimes et fortes par rapport aux grands défis de sécurité qui nous entourent et la relative modestie des moyens que nous pouvons mettre en face. Ça, c'est la tension que les armées françaises vont devoir résoudre dans les années à venir. Vous partagez cette opinion ? Oui, je partage tout à fait. Il ne nous reste pas beaucoup de temps, mais Aude, je crois que nous vivons un paradoxe. C'est-à-dire qu'en fait, le monde, on le voit bien, est de plus en plus dangereux. Le monde n'est pas de plus en plus safe.
Or, depuis, je dirais, 40 ans, le budget militaire n'a cessé de baisser. Sauf C'est une récemment. folie. Sauf récemment. Pardon ? Vous parlez sauf récemment. Non, oui, mais évidemment, il y a eu un petit ajustement de la Oui. part à 2% du PIB, et c'est très bien. Mais si vous voulez, du temps du général de Gaulle, le Oui. budget militaire, c'était 4% du PIB. Donc ce que je veux dire, c'est qu'on arrive effectivement, ça a été très bien décrit par l'amiral, par tous les intervenants, nous sommes dans un monde beaucoup plus dangereux et nous baissons la garde. Ce n'est pas raisonnable. C'est-à-dire que je pense que le choix stratégique français d'avoir privilégié l'État, le welfare state, l'État assistanat, c'est-à-dire se faire le choix de la Grande-Bretagne en 1945, mais qui avait quand même gagné la guerre, hein, la Grande-Bretagne, nous, de faire ce choix aujourd'hui est un choix déraisonnable. L'investissement doit être fait sur notre protection, sur la protection des entreprises françaises, des citoyens français, des intérêts français à travers le monde. Je pense que c'est quelque chose dont on est conscient aujourd'hui dans le débat politique, mais je pense aussi que vous, entrepreneurs, pouvez faire beaucoup pour soutenir l'effort français de défense. Bah écoutez, je vous remercie infiniment. Messieurs, on aurait pu disserter encore au moins 1 heure. J'espère que ça vous a intéressé.